L'existence d'Israël gêne la condition des Juifs diasporiques, elle gêne leur sentiment d'être des citoyens de leur pays respectifs. Ils ont tendance à chercher des justifications pour s'en éloigner. Effectivement, pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous nous penchons aujourd'hui sur l'état, j'allais dire parfois distendu, parfois houleux, des relations entre Israël et la diaspora juive de par le monde, principalement regroupées aux États-Unis et en Europe, à une époque où les grandes communautés juives ont plutôt tendance à se replier sur elles-mêmes et à distendre leurs liens avec l'État hébreu. Alors pour débattre de ce sujet, concernant le monde juif, en fait, en ligne avec nous depuis Tel Aviv, le professeur Shmuel Trigano. Shmuel, bonjour et shalom. Shalom. Et Shmuel, je rappelle aux auditeurs que vous êtes professeur des universités, vous êtes sociologue, philosophe et une figure intellectuelle marquante du monde juif français qui est installé à Tel Aviv depuis 3 ans, je crois. La même où vous avez lancé, dès votre arrivée, Menorah.info, un site internet très complet et pertinent d'analyse sur la société et l'identité israélienne. Vous avez aussi lancé l'association Dialogia, qui organise régulièrement depuis presque 4 ans des rencontres sur ces mêmes thèmes et qui a déjà tenu l'un après l'autre, justement ces 4 dernières années, 4 colloques s'intitulant le colloque des intellectuels francophones israéliens. Et puis surtout, vous êtes l'auteur en 3 décennies de plus d'une trentaine d'ouvrages de réflexion sur l'identité, l'histoire, la sociologie et la philosophie juive et sur Israël. Et donc, en fait, vous êtes l'un des intellectuels français juifs les plus prolixes et les plus enclins à publier et en plus des bouquins d'analyse. Alors, rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez. Tous les sondages et les enquêtes d'opinion réalisées ces dernières années aux États-Unis, pour commencer avec donc l'Amérique, auprès des jeunes juifs américains, montrent qu'ils sont de plus en plus critiques vis-à-vis d'Israël et que leur identité juive américaine se distancie nettement de l'État hébreu. Alors, à quoi attribuez-vous ce phénomène qui va s'accélérant et qui risque, et qui a déjà, je dirais, des conséquences politiques et sociales importantes dans le monde juif? Il faut signaler aussi, en passant, que 75% des juifs américains, des adultes américains, continuent de voter des deux mains, j'allais dire, pour le seul parti démocrate. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement entre les communautés juives américaines et Israël ? Tout d'abord, quelque chose d'extrêmement courant et d'extrêmement simple depuis le début de la modernité. D'une certaine façon, l'existence d'Israël gêne la condition des Juifs diasporiques. Elle gêne leur sentiment d'être des citoyens de leur pays respectifs. Et par conséquent, ils ont tendance à chercher des justifications pour s'en éloigner. Vous voyez, c'est du genre de cette parole qu'on entend parfois, je défends Israël, mais je suis contre Netanyahou ou contre un tel ou un tel, etc. C'est-à-dire que l'affirmation juive a besoin de se dédouaner face à l'accusation injuste, totalement injuste, lancée contre Israël dans les milieux de l'opinion occidentale. Parce qu'en fait, le lieu dans lequel vivent les Juifs aujourd'hui, c'est l'Occident. Ça peut être l'Australie, un Occident très lointain. Et donc, ce phénomène est particulier aussi à l'évolution de cette partie du monde. Vous avez bien vu comment, sur la scène américaine, il y a des mouvements de rue, des mouvements de foule, renverser des statues, réécrire l'histoire. Et effectivement, Israël n'est pas compté comme faisant partie des Blancs, mais des colonialistes, etc., etc. Il fait partie, excuse-moi, il fait partie des Blancs. Oui, C'est-à-dire il qu'en est fait, assimilé aux oppresseurs, en quelque sorte. exactement, et non pas dans la situation d'aliénation, de dépendance, en besoin d'émancipation. Donc, en fait, dans ce rejet violent de l'Occident,
c'est aussi l'image d'Israël qui est rejetée, le sionisme. L'image du sionisme comme synthétisant à la fois l'image d'Israël et en même temps du peuple juif. Et donc, en fait, les juifs en porte-à-faux dans les campus américains, dans tel et tel milieu démocrate, etc., cherchent à se distancer pour sauver leur peau, en quelque sorte. C'est une vieille histoire. Hein. De toute façon, on connaît bien l'analyse de Hannah Arendt qui parle des juifs d'exception. Les juifs d'exception, ce sont ceux qui sont admis dans les salons. Mais justement, pour être admis dans les salons, ils doivent se démarquer eux-mêmes des autres juifs, des autres juifs. Les juifs du ghetto, forcément, les juifs noirs, les juifs ci, etc., etc. Mais ils acquièrent ainsi leur respectabilité auprès de la société à laquelle ils veulent adhérer. Eh bien, c'est la même chose qui se continue. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, sauf que ce qui est nouveau, c'est l'existence de l'État d'Israël, l'existence du sionisme, qui autrefois avait servi à l'affirmation identitaire juive, dans la mesure où l'exemple d'Israël démontrait qu'il y avait un judaïsme positif, constructif, etc. Et donc, ça rejaillissait sur le juif de diaspora dont l'image n'était pas très brillante. Mais aujourd'hui, l'équilibre des forces de l'opinion est différente à ce niveau-là. Les juifs de la diaspora sont inconscients de ce qu'ils doivent à l'État d'Israël. Au lendemain de la Shoah, au lendemain de la fin du judaïsme dans les pays arabes, de la fin de toute d'une époque, d'une histoire. Le problème est complexe. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des Israéliens qui pensent comme ça. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des Israéliens qui dictent l'ordre du jour des campus en accusant leur pays, en accusant leur histoire, etc. Donc ça, c'est le vieux phénomène. Je n'aime pas beaucoup la notion de la haine de soi, mais parce qu'en fait, c'est une position politique. Elle est responsable politiquement parlant. C'est-à-dire que là, on est devant une situation où des gens qui sont le produit du système se retournent contre lui et le détruisent Absolument. devant les yeux de l'univers, parce que c'est ça qui compte. Ça suffit pas de le faire entre juifs, dans le cadre Le de débat la politique. Knesset, par exemple, etc. Oui, il faut le faire sous le regard Des des médias. non-juifs pour être accepté par eux. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, puisque c'est le focus principal de ce début de réflexion entre nous, en quoi les tenants juifs américains de ce qu'on appelle le postmodernisme, comme par exemple Peter Beinart, pardon, et le groupe hostile à Israël qui s'intitule If Not Now, si pas maintenant, et aussi plus largement le mouvement woke qui regroupe sur les campus universitaires tous les indignés en vrac de toutes les causes victimaires, ont eux aussi eu une influence sur le phénomène de distanciation des communautés juives américaines avec Israël. Est-ce que c'est votre avis? Absolument. Et donc, vous avez fait référence à l'idéologie dominante de notre époque, le postmodernisme. Ce postmodernisme, parmi ses cibles, a l'État, la nation, l'Occident en règle générale, la sexualité réelle et non pas fantasmée comme la sexualité genrée, etc., etc. Et donc, c'est un bain idéologique dans lequel la jeune génération baigne et qu'elle finit par influencer ses comportements. Mais vous voyez, moi je trouve que ces symptômes sont les annonciateurs du déclin du judaïsme américain. Le judaïsme américain, c'est un judaïsme qui n'a pas connu la Shoah, qui n'a pas connu la destruction du vieux monde que nous avons connu, qui est devenue américaine directement sans passer par la case émancipation. Ils sont passés du ghetto d'Europe de l'Est à l'immigration dans un pays nouveau, gigantesque, continental, et ça change totalement tout. Et aujourd'hui, je crois que leur histoire arrive à un moment critique et j'entends dans ces prises de position l'annonce d'une sorte d'autodestruction en plein vol, si l'on peut dire,
C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan politique, ils ne soutiennent pas les partis qui soutiennent Israël ou qui les soutiennent, mais ils vont soutenir leurs ennemis, comme pour obtenir la reconnaissance de leurs ennemis politiques. Et donc, il y a là quelque chose de nouveau qui se passe. Nous sommes à un carrefour. L'histoire de la diaspora est en question. Elle est en question, non pas par croyance sioniste naïve et infantile. J'ai depuis longtemps dépassé ce stade-là, mais tout simplement, quand on compare les choses, d'un côté, vous avez l'État d'Israël où naissent les trois quarts des enfants juifs du monde. C'est quand même quelque chose de considérable. De façon exponentielle, la majeure partie du peuple juif se retrouvera dans l'État d'Israël. Mais de l'autre, vous avez une diaspora qui, malheureusement, croit qu'elle a le secret de sa propre continuité, alors qu'en fait, elle est confrontée à un univers hostile. Aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que le continent européen, comme les États-Unis d'Amérique, connaissent un regain d'antisémitisme. Je ne parle pas du monde arabe, d'autres mondes, etc. Ou alors, c'est pire. Mais si vous voulez, il faut quand même être conscient de la réalité pour pouvoir survivre. Parce que il est, pourquoi pas, qu'il y ait une identité juive diasporique dans chaque pays différente, ne l'oublions pas, sauf si ces pays se décomposent. Parce qu'en fait, si le postmodernisme l'emporte, nous allons assister à une dérive des États et des États-nations. Ça se fera surtout sentir en Europe, dans l'Union européenne. Et donc, les conditions de la continuité seront de moins en moins réunies. La question est justement d'être conscient de cette réalité, car si l'on veut continuer à être juif, il faut élaborer un autre type d'identité juive diasporique. Absolument. Alors, aux États-Unis, on vient de voir que cette conjoncture et ces causes à la fois culturelles et historiques et sociologiques créent des monstres. Par exemple, ces juifs libéraux qui se disent libéraux et qui formulent des critiques antidémocratiques et je dirais même antilibérales d'Israël, qui deviennent je dirais des monolithes au niveau de la pensée. Et en Europe, la situation est tout de même un peu différente. En France aussi, il y a des grippages, il y a des points communs, mais c'est vrai que les relations Israël-diaspora en France et en Europe ont tendance aussi à se distendre, mais pas avec les mêmes causes et pas avec les mêmes manifestations. Il y a quand même des différences. Il y a des différences. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'intitule L'avenir des Juifs de France. Il a été étouffé, occulté, il n'y a eu aucun débat dans la communauté juive, oui. par la communauté juive. Et j'y analysé l'évolution des choses en montrant qu'il n'y avait plus aucune place en France pour ce que j'ai appelé une identité communautaire juive, celle qui s'était développée après la Deuxième Guerre mondiale, pour toutes sortes de raisons, et notamment la raison centrale, la montée sur scène de l'immigration arabo-musulmane, qui modifie l'équilibre de la société française. Et donc, en fait, ce ne sont pas des idées, des sentiments vagues, etc. C'est une analyse se fondant sur des réalités. En France, le problème a toujours été le problème de la communauté. Ce n'est pas une identité nationale qui favorise cette réalité. Néanmoins, elle s'était développée après la guerre, tout simplement, on peut dire concrètement. Les lois de Vichy ont montré que les Juifs, Xavier Vallat de Vichy avait déclaré « les Juifs sont un peuple étranger en France ». Et donc, en fait, ils ne pouvaient revenir dans la citoyenneté française qu'en assumant cette dimension-là, qu'Israël les a aidés à assumer justement au lendemain de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre, mais un peu plus tard, dans les années 50, 60. 70. Et donc, si vous voulez, la situation est très différente du cadre fédéral américain, parce que ça compte beaucoup les structures d'une société pour savoir si une identité juive y est possible. Donc, il y a si vous voulez, avec le postmodernisme et cette évolution de la société en Europe, en France notamment, il y a une nouvelle donne de la situation. Il n'y a pas de situation tragique.
On peut se refaire une identité, on peut modifier mais il faut savoir quand même quelle est la réalité fragile sur laquelle repose ce projet. Alors justement, dans cette époque que vous évoquez, l'époque florissante des années 60, 70 et puis 80, on peut dire aussi ces 30 années de développement communautaire, ça a produit l'illusion, d'ailleurs exprimée par le slogan le judaïsme dans la cité, auquel croyaient fermement un certain nombre de notables, qui d'ailleurs tiraient leurs propres bénéfices de ce judaïsme dans la cité, en administrant leur communauté, mais aussi en jouant du côté électoral régional et local. On a l'impression qu'évidemment aujourd'hui les choses sont différentes. Vous aviez d'ailleurs annoncé de manière presque prophétique, j'allais dire, dans votre livre La République et les Juifs, qui était paru après l'attentat Copernic au début des années 80, vous aviez annoncé et critiqué cette illusion du judaïsme dans la cité et annoncé que les choses allaient prendre une autre tournure. Et on voit finalement ce qui se passe aujourd'hui en France avec non seulement le judaïsme qui n'est pas dans la cité, mais qui se barricade derrière ses murs pour pouvoir survivre et toutes sortes de phénomènes assez monstrueux. On est arrivé un petit peu au bout du rouleau dans la diaspora française et européenne. Oui, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que j'ai tenté de contribuer au judaïsme dans la cité, c'est-à-dire de le construire vraiment en étant conscient, très conscient de l'exiguïté de son cadre d'existence. Donc, j'ai voulu y croire et j'ai écrit d'autres livres, Un exil sans retour, Lettre à un juif égaré, également qui traite de ce que devrait être cette identité. Mais je suis arrivé dans les années 2000 à la conclusion qu'elle n'était plus possible, tout simplement parce que la société ne la portait plus. Et donc, on ne peut pas rester comme un cheveu sur la soupe alors que la situation change autour de vous. Il y avait deux possibilités. Soit on estimait que le rapport au peuple juif était décisif. À ce compte-là, on s'en allait en Israël. Soit on estimait que non. À ce compte-là, on tentait de créer une autre identité juive française. Cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Il y a une tentative de fuite, si l'on peut dire, changer de résidence, quitter les quartiers où on était affronté à l'antisémitisme pour des quartiers protégés. L'émigration de l'Est vers l'Ouest, à Paris en l'occurrence. Ce qu'on appelle une alia intérieure, mais ça n'a rien à voir avec une alia. Et donc, alors c'est un peu illusoire de croire qu'en changeant de lieu, on changerait de configuration. C'est une situation temporaire. Mais mis à part ça, il ne s'agit pas simplement de la sécurité, il s'agit aussi de la question de l'identité. Et donc, savoir si elle est possible dans un lieu à un moment donné. Je pense qu'elle n'est plus possible telle qu'elle était. Et donc, soit une invention se fait d'une nouvelle figure de l'identification juive, en accord avec le milieu, mais le milieu lui-même, il est labile, on ne sait pas ce qu'il va être, déjà dans quelques mois après l'élection à venir. Et donc, si vous voulez, il faut être honnête avec soi-même, avec la réalité. Alors, je rajoute un petit codicile, si vous voulez. Oui. Ne pas croire que le problème de l'identité juive trouve sa solution quand on part en Israël. C'est là où les vrais problèmes commencent. Absolument. Mais on en parlera d'une autre Absolument. fois. Mais alors, il ne reste que 3 minutes à peu près. J'ai une dernière question. C'est que justement dans le cadre de ce débat dont nous essayons de dresser les grandes lignes, un débat souvent confus et mal posé au sein des instances juives. On entend souvent certains experts, entre guillemets, prétendus experts et notables juifs de diaspora, revendiquer l'obtention systématique de la nationalité israélienne pour tous les juifs du monde. Ou bien encore le droit de vote que pourraient avoir les juifs de la diaspora qui désigneraient les membres d'une sorte d'assemblée sénatoriale israélienne, une deuxième chambre aux côtés de la Knesset, qui traiterait non pas des problèmes de gestion intérieure et politique comme le fait la Knesset aujourd'hui, mais des grandes questions concernant l'identité et le peuple juif. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de propositions, pour le moins, qui n'ajoutent pas à la clarté du débat ? Elles sont totalement irréalistes. D'abord sur le plan de la nationalité, c'est invraisemblable.
de revendiquer une nationalité alors qu'on ne se trouve pas dans un pays et qu'on jouit déjà d'une nationalité particulière. C'est un imbroglio politique et identitaire pas possible. Quant à une assemblée, oui, il peut y avoir une assemblée, mais non pas une assemblée élue, mais une assemblée cooptée, nommée, une assemblée des gens, des juifs qui se soucient de l'avenir du judaïsme, etc., et qui peut Qui serait siéger. consultative en quelque sorte, qui serait une sorte Oui, de tout à fait, forum de réflexion. voilà, mais qui n'aurait pas une dimension politique politicienne, mais plutôt une dimension morale. Oui, et en fait, ce qu'il y a dans ces propositions, c'est qu'on retrouve toujours le même groupe de notables, soit américains, soit français ou européens, qui en fait voudraient rester là-bas tout en étant ici par l'intermédiaire de ces propositions assez fantasmatiques. Est-ce que c'est finalement on prend les mêmes et on recommence? Alors, c'est un des problèmes. Il ne peut pas y avoir d'élection, entre guillemets, dans les diasporas, parce que les membres des diasporas sont des citoyens de leur pays respectif. Et donc, tout ça ne peut être que le résultat de cooptation. Et donc, la représentativité est faible dans un cas pareil. Mais sur les plans spirituels, intellectuels, de l'avenir collectif, bon, c'est plausible. Toutes sortes de personnes peuvent se réunir même en Israël ou à l'appel d'Israël, mais sous l'égide de l'avenir du judaïsme, de la culture juive, de l'histoire, etc., etc. Ça peut jouer comme un facteur d'identification aussi, sans aller jusqu'à la nationalisation, parce qu'elle n'a aucune possibilité. Par contre, il y a quelque chose de très important en Israël, et notamment dans les lois fondamentales israéliennes, c'est la loi du retour, c'est-à-dire la possibilité pour tous les juifs du monde de demander la nationalité israélienne en y venant. Parce Absolument. que ça devrait être la condition. Je dirais que cette clause-là, à laquelle s'opposent des intellectuels israéliens, des politologues, etc., est le seul lien de l'État d'Israël à la dimension de la transcendance ou de la théologie politique. C'est une ouverture à des juifs qui ne sont pas là, mais qui pourraient être là, et qui, dans ce clair-obscur, malgré tout, restent présents dans la conscience Et collective. Et aussi là, une voie ouverte vers l'avenir pour débloquer la situation d'une certaine manière. oui, mais ça a aussi une finalité interne à l'État d'Israël qui n'est pas seulement un État normal, un État normalisé, un État comme les autres, mais un État qui a cette ouverture en haut vers une dimension encore absente. Et ça, c'est symboliquement, ça joue un rôle très important. Eh bien, Shmuel Triganao, merci pour toutes ces explications. Merci aussi de nous avoir consacré votre temps. Et un autre grand merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. À bientôt.